Peter Drucker cite « La meilleure technologie du monde ne remplacera jamais un manager qui fait confiance ». Bienvenue dans Confidence de dirigeants, le podcast qui éclaire les grandes transformations du travail en remettant au cœur ce qui compte vraiment, la qualité du travail, la reconnaissance, la transparence et surtout la confiance. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Benoît Serre. Bonjour Benoît, soyez le bienvenu. Bonjour. Benoît, vous êtes un DRH tout-terrain de réflexion. Votre parcours s'est construit au cœur des entreprises en France comme à l'international, dans des contextes de transformation exigeants. Vous avez exercé des responsabilités de premier plan au sein de Leroy Merlin, La Massif, L'Oréal, avant d'intervenir aujourd'hui au BCG. Votre fil conducteur est clair, le rôle d'un DRH est de rendre possible ce qui est nécessaire, mais de le faire avec courage lorsque les décisions sont difficiles et surtout avec humanité. Vous êtes aussi essayiste et conférencier, Benoît. Vous défendez une vision exigeante et profondément humaniste du changement, avec moins d'injonctions, moins de hiérarchies inutiles, plus de confiance, plus d'autonomie et bien sûr une reconnaissance sincère du travail accompli. Et alors, face à l'essor de l'intelligence artificielle, vous portez également une conviction forte. La technologie doit rester un outil au service du travail humain, jamais un substitut au discernement, à la responsabilité et surtout à la relation. Vous êtes également à l'origine du Cercle Humania, un espace indépendant de réflexion et de dialogue qui explore les grands enjeux contemporains du travail, la qualité, la responsabilité managériale, la santé mentale et la place de l'humain dans un monde en transformation. Benoît, vous êtes aujourd'hui partenaire du BCG après avoir traversé des univers très différents chez Leroy Merlin, L'Oréal, en passant par La Massif. Qu'est-ce qui a façonné votre regard si singulier sur le travail et le choix dans le secteur RH ? Alors sur le travail, c'est peut-être d'avoir justement exercé mes fonctions dans des domaines très très différents et dans des pays très différents. Donc vous vous rendez compte à la fois qu'il y a des permanences dans la dimension humaine et des différences culturelles. Donc je pense que ça, c'est peut-être une manière de faire. L'autre manière, c'est un truc auquel j'ai toujours été attaché comme DRH, c'est-à-dire que je pense que la fonction de DRH, c'est pas une fonction statique. Il faut se promener partout dans l'entreprise pour la connaître, donc vous rencontrez forcément des tas de gens. Après, qu'est-ce qui m'a amené au RH ? Un peu les circonstances et le fait que la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai été formé à ce métier chez Leroy Merlin, qui est sans doute l'une des meilleures écoles de RH qu'on puisse trouver dans le monde. Donc, j'y suis arrivé par là et j'y suis arrivé par le sujet de la formation et de la compétence. Le sens du travail. Vous avez écrit que nous avions parfois oublié le travail en nous concentrant sur ce qui l'entoure. Comment redonner toute sa valeur à l'acte même de travailler ? J'ai expliqué que je trouvais que depuis 30 ans, 45 ans en France, on a tendance à s'intéresser à tout ce qui entoure le travail pour le rendre acceptable, donc en partant du principe qu'il ne le serait pas. Je pense que c'est une erreur. Alors après, c'est une erreur qui a été commise de bonne foi, notamment parce qu'on a vécu 40 ans de chômage de masse. Il n'y a pas d'explication à ça. Mais je crois qu'à force de vouloir expliquer comment on allait exercer un travail, on a totalement oublié ce qu'était le travail. C'est pour ça que d'ailleurs vous utilisez la formule du sens du travail. Moi je l'utilise assez rarement parce que je pense que le vrai sujet c'est la qualité du travail. Et la qualité du travail c'est la perception que l'individu a de ce qu'il fait lui-même. C'est ça le travail. Et donc si on passe son temps à parler aux gens de ce qui entoure leur travail, finalement on ne leur parle pas de ce qui ne va pas ou de ce qui va bien. Et si vous regardez les enquêtes récentes, notamment sur la jeune génération, on voit que ce qui pêche notamment, c'est le défaut de reconnaissance. Ça prouve bien qu'on leur fait tout un environnement de travail à certains endroits absolument formidables, et tant mieux, mais on ne leur parle pas de ce qu'ils font. On ne leur parle pas de en quoi ils sont indispensables dans la chaîne de valeur de l'entreprise, en quoi ils sont indispensables à l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut se concentrer sur la qualité du travail et sa reconnaissance. Vous défendez un dialogue social au plus près du terrain. Concrètement, comment redonner confiance à des salariés qui doutent que leur voix pèse encore ? Effectivement, je promeus un dialogue social au plus près de l'entreprise parce qu'aujourd'hui, les choses sont tellement mouvantes, tellement changeantes, tellement différentes que c'est quand même l'entreprise qui est la mieux placée avec ses partenaires sociaux pour savoir comment s'adapter. On l'a vécu pendant tout le Covid quand même, cette histoire-là. La deuxième raison pour redonner le dialogue, je pense qu'on manque beaucoup de transparence dans les organisations. Dès lors que les gens n'ont pas le sentiment qu'ils sont reconnus, qu'ils n'ont pas le sentiment que le fonctionnement est transparent, qu'on ne leur dit pas tout, qu'on essaie de leur cacher des choses. C'est quand même une base de la confiance, la transparence, à ma connaissance. Quand je prends une fonction, je rencontre évidemment les partenaires sociaux.
J'ai toujours une formule qui marche pas mal, où je leur dis, avec moi, vous pouvez être tranquille. Je fais toujours ce que je dis. En revanche, je ne vous dis pas toujours ce que je fais. Le télétravail est vécu comme une liberté par certains, mais il nourrit aussi la crainte de perdre le collectif. Comment trouver le bon équilibre selon vous, Benoît ? Le télétravail, il y a eu 3 phases en fait. Il y a eu une phase de découverte au moment du confinement, et on avait l'impression, à entendre les médias et puis tout le monde, que c'était la panacée, que tout le monde rêvait de ça. On oubliait juste 2 choses, c'est qu'aujourd'hui, au moins dans notre pays, il y a à peu près seulement 35% des salariés qui peuvent y prétendre, compte tenu de leur métier. La deuxième phase, ça a été de se rendre compte que le télétravail, comme vous venez de le dire, il a quelques défauts. Il a des défauts parce qu'il est très positif pour des gens qui ont des maisons à la campagne, beaucoup moins pour ceux qui sont dans 50 mètres carrés avec 2 enfants. Puis, on entre enfin dans la troisième phase, où on se rend compte que le télétravail a des vertus évidentes pour les individus et des vices non moins évidents pour les organisations. Donc maintenant, trouver le bon équilibre, c'est d'abord, de mon point de vue, comprendre que le télétravail n'est que la partie émergée de l'iceberg bien plus profond de la volonté d'autonomie et de liberté dans mon organisation de travail. Alors comme c'est la chose la plus simple, les gens s'y raccrochent en disant « par ce télétravail, j'ai une forme de liberté » puisque je peux éviter de prendre le métro, etc. Mais le vrai fond du sujet, c'est le bon équilibre ne se trouvera pas par 2 jours, 1 jour de télétravail. Ça ne marche pas comme ça. Je promeus plutôt une autre solution aujourd'hui, qui est de dire traitons les jours de télétravail comme on a traité les jours de RTT. Donnons un capital de jours de télétravail aux gens à consommer dans l'année et faisons leur confiance pour le consommer intelligemment. Donc quelquefois, dire c'est 2 jours par semaine, en fait, ça revient à créer de l'injonction au télétravail. Vous avez des gens qui n'en veulent pas, vous avez des gens qui en veulent. Tout ça est une affaire d'équilibre et c'est comme ça que le collectif se reconstituera. La génération Z arrive avec une exigence forte de sens et d'autonomie, c'est ce que nous avions évoqué. Qu'est-ce qui, selon vous, rebute aujourd'hui ces jeunes talents dans l'entreprise traditionnelle ? Je pense, et d'ailleurs ça a été démontré par une étude remarquable faite par l'Institut Montaigne sur les jeunes et le travail, à laquelle j'ai eu la chance de participer à titre d'expert, c'est que la nouvelle génération est déçue par l'entreprise. Quand elle y entre, elle a une vision plutôt positive, en fait. Et puis, la lourdeur des processus, la super-hiérarchisation, le sentiment de défiance, le manque de transparence, le manque de reconnaissance, les déçoit. Et donc, ils se désengagent. Quand quelque chose vous déçoit, vous essayez de vous en échapper. Donc, je pense que c'est d'abord une affaire de déception. C'est pour ça que j'ai toujours contesté le fait que la nouvelle génération ne travaille pas, la nouvelle génération n'est pas engagée, tout ça, c'est pas vrai. Simplement, ce qu'on leur propose est assez décevant pour eux, à juste titre ou pas. La deuxième raison, c'est que, et ça c'est tout petit peu différent comme manière de penser, c'est que nous avons beaucoup fait évoluer les modèles de l'enseignement et les modèles pédagogiques avec des groupes de travail, des trucs très démocrato-libéral dans l'enseignement, à l'école, etc. Or, l'entreprise n'a pas fait ce chemin. Et donc, le choc de fonctionnement, quand vous êtes étudiant ou élève, et l'entreprise qui est bien plus verticale et bien plus dirigeante, ce choc de fonctionnement ajoute encore à un sentiment de perdition. L'entreprise ne fonctionne pas du tout comment j'ai fonctionné dans toutes mes années de formation ou d'enseignement. Autre sujet, délicat, dans un pays où l'on allonge la durée de carrière, beaucoup de seniors se sentent pourtant exclus. Comment expliquer ce paradoxe et comment y remédier ? L'affaire de l'emploi des seniors en France, c'est un scandale français. On a été pendant des années le plus mauvais élève de l'Europe. On l'est beaucoup moins, grâce notamment à un certain nombre de mesures prises l'an dernier, et c'était très intelligent. Je crois qu'il ne faut pas forcément accuser tout le monde. Ne perdons jamais de vue que parmi les éléments structurants de notre modèle de fonctionnement du travail, il y a 40 ans de chômage de masse. Et que par conséquent, il y a eu des tas de mesures législatives pour faire partir les seniors avant leur âge légal de retraite. Ça s'est installé durablement. Et puis après, vous avez eu un autre phénomène qui d'ailleurs a été très présent pendant la dernière réforme des retraites, dont certains des plus virulents opposants à cette réforme avaient un argument qui m'a toujours paru incroyable, vous nous volez 2 ans de vie. Comme si le travail n'était pas la vie, en fait. Le travail, c'est aussi la vie, ou la vie, c'est aussi le travail, comme vous voulez. Et par conséquent, c'est en train de s'arranger. Je crois aussi que ça va s'arranger de manière mécanique avec la démographie, donc c'est plutôt bon signe. Juste là-dessus, un dernier élément. Vous savez, on parle souvent de conflits intergénérationnels. Moi, j'ai 30 ans de DRH derrière moi. Jamais je n'ai observé un conflit. J'ai observé des sujets de cohabitation, des sujets de rythme,
des sujets de compréhension de l'entreprise, compréhension du travail, de la responsabilité, de l'engagement, de la résilience, des différents de perception. Jamais de conflit. Et au contraire, j'ai toujours vu des générations qui travaillaient très très bien ensemble. Donc il faut arrêter de créer. Maintenant, il faut qu'on continue à avoir des gens en emploi, c'est très important. Comment mieux s'accompagner cette étape pour faire un moment de transmission plutôt que d'arrachement quand on part à la retraite ? Alors là-dessus, je suis très partagé. Souvent, on dit pour les seniors, ils vont transmettre, etc. Je pense qu'à chaque fois qu'on dit ça, on affaiblit la position des seniors dans l'entreprise. Je connais des tas de gens seniors ou expérimentés, comme on veut les appeler maintenant à juste titre, qui ont juste envie de continuer à bosser en fait. Ils n'ont pas envie de transmettre. Ils veulent continuer, ils veulent être des salariés normaux, qui sont sanctionnés, qui sont félicités, qui sont ceci, cela. D'autres ont très envie de transmettre. Tant mieux, laissons-les le faire. Mais ne forçons pas, ne rendons pas ou ne réduisons pas le rôle d'un relatif senior dans l'entreprise au fait de la transmission. C'est quelqu'un de normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas attacher d'importance à la transmission, bien sûr. D'abord, il y a un truc intéressant, c'est l'IA en ce moment. L'IA, il y a un logiciel très intéressant qui montre que quand vous demandez à quelqu'un de raconter ce qu'il fait, l'IA arrive à vous traduire en quelque chose de compréhensible. Donc ça, c'est positif. Mais ça signifie donc qu'il y a un capital de savoir. Ce capital de savoir, il est au salarié et il est à l'entreprise. Donc l'entreprise arriverait à le capter demain à son profit, il faut le rémunérer. Exact. L'intelligence artificielle alimente à la fois fascination et inquiétude. Comment transformer cette appréhension en énergie constructive d'après vous ? Vous savez, moi je suis un passionné d'histoire, donc je crois beaucoup à la profondeur historique. Regardons les ruptures technologiques des 50 dernières années. On a toujours eu ces craintes, on a toujours annoncé que ce serait horrible, qu'il n'y aurait plus d'emploi, qu'il y aurait ceci, cela. Je vais vous donner un exemple très simple, les entreprises qui n'ont pas adopté la robotisation n'existent plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit se désintéresser du sujet que vous soulevez. Le problème, c'est la période intermédiaire. Mais la fin de l'histoire est belle, on le sait. Maintenant, c'est aux DRH, aux dirigeants d'entreprise, aux pouvoirs publics, aux partenaires sociaux, de créer des conditions d'une transition qui soit la moins douloureuse ou risquée socialement. Mais cette appréhension, elle est légitime en fait, puisque on ne sait pas très bien comment ça va se passer. En revanche, j'ai toujours observé que finalement, ça se passe plutôt bien. Maintenant, il faut aussi travailler dès maintenant, parce que l'IA est une révolution très profonde, à l'impact que ça a sur les métiers des gens. Comme il y a eu, je donnais un exemple très concret, il y a quelques années, la fameuse appli est sortie en 2007. Vous avez des tas de gens qui fondaient leurs compétences sur leur savoir, qui ont découvert que leurs clients en savaient plus qu'eux. Il fallait les rassurer sur le fait que la nature de la relation client avait changé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient devenus inutiles du jour au lendemain. Et je trouve que par moments, il y a une espèce de discours sur l'IA qui consiste à faire croire que des gens vont devenir inutiles. Je ne crois pas. Ceux qui avaient annoncé que l'IA ferait gagner des 30% de productivité, tout le monde s'est planté. Tout simplement parce que l'IA remplace des bouts de métier des gens. Et puis, pour qu'on ait un podcast sur les RH, moi je le dis souvent, donc ce n'est pas la première fois, si les métiers, si les compétences, si les technologies peuvent devenir obsolètes, jamais l'individu ne l'est. Le DRH n'est plus seulement aujourd'hui le garant du droit du travail, mais c'est aussi le stratège de la transformation humaine. Alors comment conjuguer cette responsabilité avec la pression économique et court-termiste ? Conjuguer la pression économique court-termiste, c'est évident que c'est un exercice que le DRH a connu de tout temps. Alors certes, la financiarisation des années 90, plus la processisation aujourd'hui, fait que ça devient encore plus compliqué. Mais néanmoins, ça fait partie du boulot. Vous dites dans votre question qu'il n'est plus le garant du droit du travail, il l'a été de tout temps, mais il n'a jamais fait que ça. La stratégie, la transformation, l'accompagnement, etc. fait partie de son métier. Je pense qu'il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est comprendre et faire comprendre que le DRH, par fonction, est dans un espace-temps un tout petit peu différent des autres pour certains. C'est pas parce que vous inventez des systèmes de formation hyper technologisés et de grande qualité que les gens apprennent plus vite. Donc il y a une espèce d'espace-temps de 3-4 ans. D'ailleurs, je trouve à ce titre-là que dans un COMEX, les 2 fonctions qui sont les plus proches, ça va sans doute vous surprendre, c'est la direction du marketing et la direction des ressources humaines. Pourquoi ? Parce que le directeur du marketing, il est là, ou la directrice, elle est là pour projeter les besoins du client à 3-5 ans. Le DRH, il est là pour projeter les besoins en compétences à 3-5 ans au regard des besoins du client. Donc le deuxième élément de la fonction du DRH, c'est connaître parfaitement les fonctions business de l'entreprise et s'y intéresser. Et la troisième, c'est avoir le courage de s'opposer. Le capital humain, c'est aussi la richesse de l'entreprise. On parle beaucoup de capital humain, mais au-delà des mots, comment engager réellement les collaborateurs pour qu'ils se sentent acteurs et non simples ressources ? Le fait d'être transparent avec eux, de leur partager
les enjeux, les ambitions et les difficultés. C'est un enjeu très fort d'engagement. Le fait de les reconnaître dans leur rôle pour accompagner ses succès ou régler ses problèmes, c'est une deuxième dimension très forte. Et puis je crois qu'il y en a une troisième qui fait partie là, qui est dans la main des entreprises. Il faut s'attacher à un peu déhiérarchiser. Le système avec des chefs et des sous-chefs partout a deux phénomènes. D'abord, ça crée un chaînon général de déresponsabilisation. Et le deuxième, celui qui est tout en bas, finalement, il ne sait plus ce qu'il fait. Parce qu'il y a tellement de gens qui s'en occupent qu'on a découpé la tâche en autant d'étages qu'il y avait au-dessus. Résultat des courses, comme il ne sait plus ce qu'il fait, il se dit que ce qu'il fait n'a pas d'importance, donc c'est qu'il désengage et il passe à autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu une espèce de mécanique qu'il faut réussir à briser. Et j'observe d'ailleurs que beaucoup d'entreprises sont en train de travailler en ce sens-là. Pour la responsabilisation. Bien sûr. Et en réduisant les échelons hiérarchiques, en faisant confiance aux gens. Moi, j'aime bien le modèle militaire. Le modèle militaire, que je connais bien pour différentes raisons, c'est un modèle qui a trouvé le parfait équilibre entre la subsidiarité et la discipline. On en partage des choses, hein. L'activité économique et l'emploi. Dans un contexte économique incertain où l'activité ralentit par cycle, comment maintenir à la fois la compétitivité des entreprises et la confiance des salariés ? C'est sûr qu'on est dans une phase, surtout en ce moment, qui est plus que compliquée quand même. En termes d'instabilité, je crains malheureusement que l'instabilité, l'inconnu et les coups de barre à droite, coups de barre à gauche, c'est pas fini en fait. L'important, vous savez, on a parlé un moment de l'entreprise résiliente. Alors moi, je me méfie un peu de ces formules-là quand même. Mais la réalité, c'est une affaire de courage. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la compétitivité, c'est certes une affaire fiscale, économique, de dynamique, etc. C'est aussi la compétitivité que les gens apportent, en fait. Moi, je préfère pas de compétitivité des individus, plutôt de productivité, d'ailleurs. C'est sûr que c'est un moment très difficile. J'observe que dans certaines organisations, notamment les entreprises à capitalisme familial, ont ce sens du temps long. En disant, on va passer la vague et puis on va passer à autre chose. Moi, je me souviens, de mes anciens DG avaient une formule assez juste, parce qu'au moment où l'entreprise avait fait des résultats tout à fait incroyables, ils nous avaient dit, on change tout. Alors, je dis, d'accord, mais on a bien marché quand même cette année, donc c'est un peu dommage. Et non, pas du tout. Il faut changer quand tout va bien. Il m'a dit, est-ce que tu as déjà fait du surf ? Alors, il s'avère que oui. Donc, il m'a dit, c'est simple, quand tu es en tempête, tu dois gérer le vent. Quand tu es en bas, tu dois gérer le vent et l'eau. On va gérer le vent d'abord. Quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes aujourd'hui qui ont du mal à rentrer dans le monde du travail, hein, notamment aujourd'hui il y a des problématiques d'alternance d'ailleurs. Je vais peut-être vous donner un conseil que j'ai essayé de m'appliquer, puis ils verront bien ce qu'ils en feront. Quand j'ai eu la chance de pouvoir choisir une activité professionnelle, le recrutement, j'ai une espèce de système de pensée. En 1, le projet. En E, le ou la chef. En 2, en 3, l'argent. C'est toujours dans ce sens-là. Si le projet vous branche pas, faut pas y aller. Alors, c'est facile à dire. Quelquefois, vous prenez un job pour des affaires alimentaires, vous avez besoin d'argent, et ça, c'est très respectable. De même que je trouve très respectable les gens qui disent « Moi, je fais mon boulot de A à B et je fais pas plus ». En quoi c'est honteux, en fait ? Les gens ont le droit. Je pense qu'il faut remettre... De même que je parlais qu'il fallait lutter contre l'injonction au télétravail, il faut lutter contre l'injonction à l'engagement. Enfin, vous savez, des gens qui font bien leur boulot, mais leur boulot, c'est pas leur vie. Donc après, ils font autre chose, ils ont le droit. C'est respectable. Si vous aviez à redessiner l'entreprise idéale de demain, par où commenceriez-vous ? Moi, je pense que je commencerai à veiller à ce qu'il n'y ait pas trop d'étages. C'est le premier point. Et le second point, je fixerai peut-être quelques principes culturels très peu nombreux, mais absolument discriminants, pour le recrutement comme pour le maintien. La santé mentale est devenue un sujet central. Comment passer d'une logique défensive, réparée après coup, à une véritable culture de prévention ? Moi, j'aime bien, en cela, me référer à quelqu'un que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelle Albert Moukébert, qui est un neurobiologiste assez célèbre et qui a une formule assez juste. Il dit, en fait, quand quelqu'un a un problème de santé mentale, on va traiter la personne, mais on ne traite pas ce qui a généré ça chez elle. Donc, il prend comme métaphore, c'est comme si quelqu'un se casse la jambe et on renforce la jambe, alors que c'est peut-être l'escalier qui était glissant, en fait. Donc, je trouve que c'est assez juste comme réalité. Alors, après, la santé mentale, c'est un problème assez grave, parce que c'est un problème qui est présent dans le monde entier. Depuis 3-4 ans, les sujets de santé mentale. Alors, est-ce que leur définition a évolué ? Est-ce qu'il y en avait déjà avant ? Je ne sais pas. Je pense que le premier travail de prévention des entreprises, parce que la caractéristique de la santé mentale, je crois, c'est qu'elle est multicausale, en fait. Vous ne pouvez pas rattacher à l'entreprise le fait que, ou à la vie privée de l'individu le fait que. C'est une espèce de mélange qui génère quelquefois des réactions négatives. Donc, c'est difficile d'aller chercher une solution de prévention. En revanche, l'entreprise, elle a double rôle.
elle a un premier rôle qui me paraît fondamental, qui est de former les managers à la détection des signaux faibles de gens qui commencent à aller pas bien. Parce que c'est au début de la maladie qu'on arrive à la traiter. Ça, c'est très important. Et on sait que le burn-out a quelques signaux faibles qui sont quasiment communs à tout le monde. Et la deuxième chose, c'est dès lors que quelqu'un remonterait, soit à titre personnel, soit parce qu'il manage des gens qui auraient un sujet, ne pas dire « oui, bon, ça va passer ». Non, ça ne passe pas, en fait. Et donc, le traiter. Le dernier point, et c'est presque culturel, vous savez, c'est un petit peu comme la discrimination ou d'autres sujets, c'est que les gens n'aient pas peur de dire dans l'entreprise qu'ils ne vont pas bien et qu'ils savent que l'entreprise ne va pas les juger, mais va les aider. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà dans cette situation. J'ai eu la chance de travailler dans une entreprise comme celle-là. Il y en a d'autres qui font peur aux gens et donc les gens n'osent pas parler. Si, il faut. Et ça, il faut créer un environnement en disant, vous pouvez dire, il n'y aura pas de sanctions. On va trouver des solutions si on peut les trouver, mais au moins vous pouvez. Donc la libération de la parole sur ces sujets-là, elle est absolument fondamentale. Je le mettrais presque en 1. La vulnérabilité. Oui, la vulnérabilité, mais vous savez ça mieux que moi, la vulnérabilité est prise comme de la faiblesse. Une fois néanmoins, je parlais de ça avec quelqu'un qui parlait de vulnérabilité en disant c'est une manière de ne pas assumer ses responsabilités, ce qui est parfois vrai. Donc je pense que la vulnérabilité, c'est plutôt une qualité, hein. Moi, je trouve aussi. Je trouve que les gens qui disent « j'y arrive pas », ou enfin, qui font état de leur vulnérabilité, alors temporaire, il ne faut pas qu'elle soit systématique sur tous les sujets. Elle peut être de la santé mentale aussi. Oui, mais c'est une forme de courage, en fait, d'avouer que. Et d'humilité. Oui, bien sûr, mais dans beaucoup de nos modèles économiques d'évaluation, etc., ne laissent pas la place à ça. Vous savez, moi, j'ai toujours trouvé, pour finir là-dessus, extraordinaire que les entreprises disent « on devrait inscrire dans nos valeurs le droit à l'erreur ». C'est extraordinaire. Ça devrait exister de fait, puisque tout le monde se trompe forcément un jour. Exactement. Et pour terminer, sur une note plus personnelle, avez-vous une devise, une phrase qui guide vos choix, ou tout simplement une citation que vous appréciez particulièrement ? Dans le monde professionnel ? Oui, même les deux, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup une phrase du cardinal de Richelieu, qui disait « la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire ». Eh bien, je pense que ça s'applique assez bien à la fonction RH. Vous savez, quand vous êtes DRH, souvent les gens vous disent « mais comment vous faites quand vous faites les plans de licenciement, moralement, enfin, vous connaissez ce truc-là ». Et je leur dis toujours la même chose, je leur dis cette phrase-là, mon job c'est rendre possible ce qui est nécessaire, et je rajoute derrière, et vous n'êtes pas obligé de faire ça comme un salaud. Ça c'était excellent. Benoît, je vous remercie pour ce regard posé, pour cette manière de rappeler ce qui compte quand tout devient incertain. Nous avons parlé de travail, de responsabilité, de choix, de technologie, mais au fond, vous revenez toujours à la même chose, la qualité de ce que l'on fait, la clarté de ce que l'on propose et la reconnaissance de celles et ceux qui travaillent. Et puis, pour reprendre une phrase qui fait écho à cet échange, celle de Hannah Arendt, ce qui donne sa valeur au travail, ce n'est pas ce qu'il rapporte, mais ce qu'il permet de devenir. Merci Benoît pour votre engagement, pour vos réflexions qui permettent de faire évoluer les mentalités au cœur des organisations. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous invite à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode.